On est avec le président d'arrondissement de la baie ce matin, M. François Tremblay. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, on va commencer avec des dossiers qui parlent de la grande ville, là, de Saguenay. On sait que tu fais partie du comité de circulation. Où est-ce qu'on en est au moment où on se parle? En résumé, j'ai rien de très particulier à annoncer, sinon que le comité qui est composé des travaux publics, du service de police, du contentieux, aussi du directeur d'arrondissement, des communications aussi, que ce soit joint à nous cette semaine. Puis il y a des élus qui représentent tous les arrondissements. On doit faire un certain bout qui est plus technique parce qu'on doit identifier les secteurs dans chaque arrondissement où on va avoir des projets pilotes. Ça implique certains coûts aussi. On essaie de rationaliser dans le contexte qu'on connaît aussi. Maintenant, on va arriver avec davantage de concret là, parce qu'on travaille sur les traverses piétonnières. On travaille sur un projet aussi de vignettes de stationnement où on a des problématiques grande ville. OK. La vitesse, bien, on le sait. On va y revenir aussi, mais je voulais quand même partager une réflexion. Je roulais moi-même, tu sais, puis M. Bergeron du service de police nous expliquait qu'il avait fait de la cible dans un quartier où il y avait des problématiques de vitesse. Oui. Puis tout arrondissement confondu, là. Puis il nous expliquait qu'effectivement, les plaintes qui venaient des gens du quartier, finalement, les policiers sont allés faire du suivi dans le quartier en question, puis ont donné des billets pratiquement à tous les résidents du quartier en question. Ouais, Ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'on a des fonctionnaires qui sont autour de la table. On est à réfléchir pour trouver des solutions pour le problème chronique de la vitesse. Puis c'est nous autres qui devrions tout simplement lever. Puis si tout le monde mettait un peu d'eau dans son vin, puis avoir l'attitude de rouler moins vite, peut-être qu'on profiterait plus du paysage, puis ça coûterait moins cher à tout le monde. C'est fait que le changement, il passe par nous d'abord. Oui, je le sais que je règle rien avec ma philosophie à matin, là. mais entre toi et moi, c'est quand même ça. C'est prouvé que de rouler moins vite, ça pollue moins, ça use moins la route avec les problèmes qu'on a avec l'asphaltage. Là. Fait que, tu sais, au niveau de la sécurité aussi, il y avait une perte de vie récemment à l'intérieur. C'est une tragédie, tu sais, un jeune homme. C'est ça. Je pense qu'il y a un bout de réflexion qui nous responsabilise dans tout ça. Pour le reste, c'est clair qu'on va continuer à militer pour arriver avec des solutions pour la vitesse. On y travaille, en tout cas. Comme tu mentionnais, ça va être d'autant plus important de rouler un peu moins vite si on concentre les budgets sur les artères principales, ce qui est positif en soi parce qu'on sait qu'il y a des grosses problématiques. Mais justement, on apprenait au dernier grand conseil que les enveloppes discrétionnaires serviront à entretenir les artères principales. À la baie, ça touche quoi exactement? On parle de boulevard Grande-Baie-Sud, Nord, Bagotte? On parle de boulevard Grande-Baie-Nord, essentiellement. Puis je pourrais te dire comment est-ce qu'on l'a roulé, comment est-ce qu'on l'a vécu. Moi, j'allais au cabinet du maire pour parler de différents dossiers de l'arrondissement. Et puis, comme ça, il y a eu une discussion, en tout cas, sur l'asphaltage. Puis, Jacques Fortin est arrivé, puis on s'est mis à en discuter un peu tout le monde. Puis, on en est venu à la conclusion que l'idéal, ce serait d'avoir une rencontre plus élargie avec les directeurs d'arrondissement qui se trouvent être les chefs d'orchestre sur le terrain, mais avec le DGA, avec les travaux publics qui, eux, sont directement sur le terrain puis qui connaissent l'état de la situation. Sur le logiciel, c'est assez clair, merci. Tout est répertorié là, de façon chronologique. On se disait où on fait des galettes avec 89 000 $ pour ma part, tandis que Bernard Noël, par exemple, dans Jonquière, avait 300 000, où on rapatriait tout ça, puis on était au moins capable d'intervenir cette année pendant qu'il faut le planifier puis qu'on peut bouger sur le terrain. On est déjà décalé dans la saison avec l'hiver qu'on a eu, là. Fait qu'on a pris la décision d'aller de l'avant, puis dans l'arrondissement, chaque arrondissement avait le devoir d'informer leurs conseillers, puis nous autres, ça s'est fait dans l'arrondissement. Il y en a qui étaient à l'extérieur, ça s'est fait vite, c'est vrai. Oui. C'est vrai, je n'ai rien à dire. On parlait de 3 ou 4 jours avant le conseil, je pense, si je me souviens du grand conseil. Oui, mais j'imagine que si c'était rien passé pendant tout, puis qu'il n'y avait aucun asphaltage, puis il n'y avait pas de décision qui aurait été prise, ça aurait probablement été encore pire. Mais ceci étant dit, Luc, Martine et moi, on est partis sur la route avec Jacques Simard des Travaux publics ici dans l'arrondissement, avec Gaétan Bergeron aussi, puis avec Isabelle. Puis on a pris les notes, on a fait le chemin Saint-Charles. Moi, j'ai fait mon district. Puis on a essayé au moins de répertorier s'il y avait des urgences d'ordre plus sécuritaire. Oui, parce que justement, j'allais demander, il va certainement avoir des cas particuliers dans chacun des arrondissements, mais plus précisément à la baie.
s'il y a une partie de rue qui n'est pas une artère principale, qui est juste inacceptable, qu'est-ce qu'on doit faire rendu là? Bien, on communique, comme on le fait toujours, au bureau d'arrondissement, 698-3000, 5420. On va être redirigé aux plaintes ou pour une requête. On va le traiter. Puis on va aller sur le terrain. La sécurité en péril, j'imagine que là, il va y avoir une intervention. Tout à fait, tout à fait. C'est clair. On a quand même, il nous restait quand même des sommes dans nos discrétionnaires à nous aussi pour intervenir pour des cas comme ceux-là. On s'est quand même gardé une infime marge de manœuvre pour des urgences, là. Fait que voilà. Moi, je pense qu'on a quand même pris une bonne décision malgré le tollé que ça peut soulever. Puis je comprends absolument le tollé que ça peut soulever aussi, là. Puis en principe, on parlait d'un montant du gouvernement de 10 millions qu'on récupérait quand même au fil des prochaines années. C'est pas un montant qui est perdu. Non. Donc, rendu là, on va pouvoir réinvestir comme il faut dans les rues. Oui, il est reporté à l'an prochain. Et puis, je sais que M. le maire travaille aussi de son côté, spécifiquement pour les chemins ruraux, parce que c'est définitivement la priorité. Écoute, on voit le chemin Saint-Louis, on voit le chemin Saint-Charles, on voit, mon Dieu, le chemin de la Rivière hier. Je pense que c'est une problématique généralisée dans toute la municipalité. Hein. Mais ce qu'on me fait remarquer, c'est que non seulement l'asphaltage, mais les infrastructures qui sont en périphérie aussi sont à refaire. T'sais. Les chemins sont mal drainés. On a tendance à accoter le gazon maintenant. On ne fait plus la canalisation d'un côté pour que ça s'écoule. Fait que l'eau reste en place, gel, dégel. Bref, c'est tout ça. Donc, ça va être à surveiller pour les prochaines années. Oui. On va rester dans le secteur Labbé. On lâche la Grande-Ville. On va dans l'arrondissement. On entendait parler d'un projet de maison bigénérationnelle, donc une espèce de concept, de procédure mise en place. De quoi il s'agit exactement? Bien, en rafale, moi c'est une réalité que j'avais observée dans le Bas-Saguenay en 2004. Et puis, je travaillais au développement des parcs nationaux dans le temps. Et puis, moi, je l'ai vécu. Mon père vit avec nous suite au décès de ma mère. Alors, on a en quelque sorte improvisé une bigénération. On a divisé la maison de l'intérieur pour se créer un espace commun parce que ma conjointe est arrivée dans ma vie. On a eu 2 enfants. On voulait une intimité respective, mais on touche aussi à de l'aidant naturel. Tu sais, je fais le lavage, moi, pour mon père. Je fais sa bouffe pour le mois. Puis, je m'étais dit que si j'étais élu, j'allais peut-être travailler ou développer un programme. Puis là, on voit on dit que la population est vieillissante. On a vu plusieurs projets qui sont arrivés à maturité. Là, on a la présentation à Grande-Bay, qui est un projet de développement que tu connais. Il y a le Cristal aussi qui pousse. Il y avait un autre projet potentiel à l'église Saint-Édouard. Il y avait un autre projet de manoir des Boivins aussi à Bagotville. Puis je parle des Boivins de Chicoutimi. Là. Ils ont retiré les billes de ces projets-là parce qu'ils ont vu qu'il y avait... Bon, au fond, il y a l'option que nos parents, que nos aînés puissent avoir accès à des résidences autonomes pour personnes âgées autonomes comme celle-là. Mais il y en a aussi qui auraient le goût d'avoir leurs parents avec eux dans un espace qu'on appelle bigénération. Ça pourrait faire en sorte que la ville s'implique pour définir un règlement au niveau des dérogations, du schéma d'aménagement, pour qu'on puisse avoir une vision de dire oui, il y a une alternative, tu peux héberger ton parent, tu peux faire une prolongation. Puis on va essayer de travailler municipal au niveau du Québec aussi, puis au niveau du fédéral, pour avoir peut-être des crédits d'impôt ou de l'aide au niveau des trois paliers. Comme ça, on favorise le contact intergénérationnel. Anyway, c'est qui garde les enfants? C'est grand-papa, grand-maman. Mais, c'est une façon de vivre aussi, c'est une coutume. Il y a dans d'autres pays où ils gardent leurs parents jusqu'au décès, parce que pour eux, c'est essentiel. Oui, absolument. Moi, je ne dénigre pas les 2 options. Je trouve qu'au moins, on aurait les 2 options. Puis, on pensait aussi que, puis on en a discuté hier, parce qu'on a pris la décision de former un comité avec M. Coulombe à l'urbanisme, puis Gaétan Bergeron. On va greffer des gens autour, commission des aînés, etc. Parce qu'on pourrait aller même chercher au niveau des aidants naturels. Pour ceux que, je ne sais pas, qui ont des problèmes de déficience intellectuelle adulte, qui voudraient avoir un petit appartement annexé, mais encadré avec la famille, on pourrait dégager une certaine réalité d'autonomie. Et puis, on travaille aussi sur l'exode des jeunes qui vont étudier souvent dans les grands centres. Le parent nous quitte malheureusement, bien, ça peut être un espace pour nos enfants qui vont étudier à Chicoutimi, puis qui vont avoir leur intimité aussi. Ça peut être éventuellement reconverti en loyer, en appartement, s'il n'y a plus de résidents à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'on veut définir pour des travailleurs saisonniers. Maintenant, on ne veut pas non plus financer
la création d'appartements tout azimut. Là, on veut avoir les bons cadres. On parle de familial, bigénérationnel, c'est pas... on ne sort pas de ce cadre-là. Exact. Mais ça peut permettre à certaines personnes de demeurer dans leur maison, de la transmettre à leurs enfants et d'y rester jusqu'à la fin, finalement. Oui. C'est une question de patrimoine familial. Ouais. Puis on peut peut-être même présumer, puis j'avais lu des textes sur un chercheur en urbanisme de McGill qui disait que, bon, les villes devaient pousser. Je sais qu'on m'a expliqué qu'à l'arrondissement, dans la ville, il y a un programme intergénérationnel. On veut le bonifier, on veut le pousser. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais le virage de la population vieillissante, dans les villes du Québec, il n'est pas encore à maturité, loin de là. Ça arrive assez vite. Puis on pense peut-être même aussi que ça pourrait développer une économie de services de proximité pour les résidences. Tu sais, ça pourrait désengorger peut-être aussi les hôpitaux. Quand on crée une demande, puis moi, en tout cas, depuis l'élection, j'ai eu des courriels, j'ai eu des téléphones, j'ai eu des visites à l'arrondissement de gens qui sont prêts pour vivre cette transition-là, sauf qu'il ne se passe rien. On n'a pas d'incitatif, on n'a pas de programme, on n'a pas d'aide pour l'accompagnement en ce sens-là. C'est ce qu'on voudrait créer, finalement. Fait qu'on veut un comité qui va plancher sur le projet. Oui. Une belle initiative, une belle idée, donc on surveille ça de très près. Et là, on va se reconcentrer dans ton district, dans le secteur de Grande-Bay. On va parler un peu de la piste cyclable du Barachois qui va se rendre jusqu'au Barachois. Où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, écoute, on a eu une rencontre, je te dirais, il y a 2 semaines. C'est des résidents du secteur, M. Laberge, Carole, M. Boudreau, Raymond Marie. Ça passe dans le cours en arrière. Oui, tout à fait. Les résidents du secteur sont venus nous rencontrer à l'arrondissement pour nous dire vous en êtes où? Vous traînez les pieds? Où ça avance? On s'est assis tout le monde. Il y avait l'ingénieur François Labarre qui travaille sur le dossier. Il y avait Gaétan. Bon, on a fait le topo. Très récemment, à l'exécutif Grandeville, il y a un mandat qui a été donné à un professionnel, à une firme, pour la caractérisation, parce que le long de cette piste-là, il y a des frayères à éperlans qui sont reconnus, qui s'en vont envers le ruisseau. Pas pour rien que les gens vont faire de la pêche blanche à l'embouchure. On a besoin d'une étude qui va définir les impacts sur l'écosystème, parce que c'est quand même un écosystème qu'il faut protéger aussi. Ça a des retombées économiques hiver comme été. Suite à ça, on aurait bon espoir parce que ça a décalé aussi un peu avec la saison d'hiver pour les biologistes qui travaillent sur le terrain aussi. Là. Maintenant, on voudrait procéder à la phase 1 à l'automne, fin d'été, septembre, octobre. Oui. Puis disposer des infrastructures pour laisser le temps à l'hiver aussi de les mettre en place. Puis on ira en phase 2 au retour de l'hiver prochain. Alors, c'est comme ça que ça s'enligne. Puis on voudrait même pousser à nettoyer le secteur du Barachois, le ruisseau en arrière de tout ça, ou le pont, pour que ce soit davantage mis en valeur, parce que, bon, les cyclistes vont passer dans le secteur, puis tant qu'à y être, on pourrait donner un mandat. Qu'on restaure le coin, finalement. Oui, on pourrait donner un mandat à la ZIP, par exemple, de nettoyer, puis bref, c'est un autre dossier qui avance. Donc, un dossier qui avance et qui prend de l'ampleur aussi, là, qui s'améliore. Donc, ça va être à surveiller prochainement. Le parc Saint-Alexis, on parle de travaux de rénovation aussi. De quoi il s'agit exactement? Ben, en résumé, pour les parcs, on avait décidé au triennal de mettre une somme quand même assez importante au niveau des parcs. Ça allait entre 200 et 300 000 si je ne m'abuse. Maintenant, on finalise le parc Saint-Alexis, secteur Grande-Bay. Le parc au niveau du quai des Croisières, le bateau qu'il y avait un peu au bout, là, c'était désuet. Maintenant, on a réussi à profiter d'un programme qui va permettre de restaurer tout ça, mais qui va donner l'accès aussi aux handicapés. Alors, c'est un autre beau projet aussi. Il y a d'autres parcs comme ça qui vont être réaménagés. Je n'ai pas la liste complète avec moi, mais effectivement, on va donner un coup au niveau des parcs de l'arrondissement. Donc, du nouveau à surveiller, ça va être pendant l'été, ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Et justement, parlant de l'été, il y a une programmation à la Pyramide encore cet été. Elle n'est pas annoncée, si ce n'est pas à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il faut surveiller quand même autour de la Pyramide pour la saison estivale? Comme on l'avait mentionné, la Pyramide, dans l'état ou dans la vocation qu'on lui connaissait de spectacle, c'est la dernière saison de spectacle, en tout cas, mais ça va être une saison qui va être intense. J'ai vu la programmation, Martin Lavoie est venu me la déposer sur mon bureau hier. On ne le sait pas, on ne peut pas encore l'annoncer. Mais la conférence de presse a lieu le 5 juin, ici même.
Ça va être une super de belle saison. Maintenant, il y a quand même fort probablement un certain nombre de spectacles, je ne sais pas, par exemple, à Saint-Jean-Baptiste, vont perdurer à la Pyramide. On va le valider. Mais à l'heure actuelle, on l'a déjà mentionné, il y a un comité qui est en train de définir la nouvelle vocation de la Pyramide à partir de 2015, avec une programmation qui serait intergénérationnelle, beaucoup plus axée sur la famille, sur la rencontre, avec des thématiques. Bref, c'est un lieu de rassemblement qui est naturel. Puis il n'est pas question qu'on le laisse tomber. Tu sais, la piste cyclable, le musée du Fjord, il y a un dynamisme économique quand même autour de tout ça. Le quai des Croisières, c'est magnifique aussi. Ça amène les gens vers le site. On va vivre Bouche pour la Croix-Rouge. On va partir du quai des Croisières. On va se rendre à la pyramide. On inclut une visite de la pyramide avec le point de vue. En gros, c'est ce qu'il va y avoir avec la pyramide, mais tout est à venir avec la conférence de presse du 5 juin. Je pense que les gens vont avoir des belles surprises. Donc, on surveille ça de très près. On a hâte de connaître la programmation. Et là, on a dépassé dans notre temps, fait que je vais finir avec une question qui tue. On sait que le maire parlait dernièrement dans les médias de la possibilité de créer son parti pour la prochaine campagne électorale. Toi, cette campagne-ci, tu t'es présenté comme candidat indépendant, mais si tu es invité par le maire à te joindre à son parti, est-ce que tu vas demeurer indépendant ou tu vas te joindre à l'équipe? Effectivement, c'est une question qui tue, mais j'en mourrai pas. J'en mourrai pas. Écoute, franchement, moi, je suis parti au début, la politique, j'y réfléchissais depuis longtemps. J'ai fait le bac en Sciences Po. J'ai commencé à militer, j'avais 17 ans. J'en ai 44. Dans le communautaire, dans différentes sphères. Puis je suis allé faire du porte-à-porte. Puis ce que j'ai dit aux gens que j'ai rencontrés, les gens qui payent des taxes, là, moi, je suis leur représentant de ces gens-là. Et puis je leur ai dit que moi, je croyais dans un candidat indépendant, à temps complet, qui était présent, qui était disponible, qui était en mesure de retourner ses appels, de pousser peut-être le développement d'idées, de projets, comme on le fait avec un projet de bigénération. C'en est un exemple. Je crois toujours à ça, tu sais. Mais il y a toute une réalité qui est politique aussi dans tout ça. Maintenant, j'ai réfléchi très sérieusement. Ma réponse, j'ai bien l'impression, va se retrouver sur la place publique sous forme de texte. J'ai commencé à rédiger la décision que j'allais prendre par rapport à ça. Je vais la justifier sur la place publique dans une lettre d'opinion. Alors, il n'y aura pas de cachette. Ça va être tout à fait transparent comme l'ensemble de ma démarche. Alors, voilà, je suis en réflexion, en consultation auprès de mon entourage aussi par rapport à tout ça. Je vais être certain de prendre une bonne décision. Mais ma décision, finalement, va être une décision qui va respecter les gens qui m'ont élu. Puis ceux pour qui je travaille au quotidien maintenant. Alors, je ne peux pas être plus honnête que ça. Donc, on verra la réponse complète dans une lettre prochainement qui paraîtra, j'imagine, dans le quotidien, dans la section... Peu importe. Le moment venu, elle va sortir, ça c'est clair. Génial. Bien, écoute, François, merci beaucoup pour ton passage. C'était notre dernière rencontre avant l'été. Alors, je vais te souhaiter tout de suite un très bel été, puis au plaisir de se revoir cet automne. Merci beaucoup.